Qui suis-je? D'où viens-je? Comment suis-je arrivé là? Un jour, j'ai cru que je devais ma vie à une cigogne. Mais aujourd'hui, j'ai comme preuve de mon existence l'histoire de ma naissance. Enfant, j'aimais voir l'infini du ciel qui s'étendait. J'imaginais des centaines d'histoires qui me faisaient rêver. Comme les oiseaux, j'avais besoin d'elles pour m'envoler. Et la tête dans les nuages, j'aspirais moi aussi à de grands voyages. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partir. Rencontrer des gens, dont des mamans, des enfants et des spécialistes, afin de découvrir la vérité qui se cache derrière le mythe de la cigogne porteuse de bébés. Je suis Mélanie et je suis à la recherche de la vérité sur le mythe des cigognes et sur les cigognes. Peut-être que en fait c'est juste la maman, un jour elle trouve une graine, hop elle la met dans son oreille et 3 jours plus tard il y a un bébé qui arrive. Ou alors si tu devais imaginer une histoire. Moi je connais l'histoire des cigognes mais il y a plein d'autres histoires qui sont possibles. Tu connais quoi comme histoire toi? Tu sais ce que c'est une cigogne? Oui, elle a des pattes, deux pattes. Deux pattes et puis Elle est blanche. elle est blanche. Et c'est quoi? C'est un poisson la cigogne? Non. C'est quoi? Non, c'est pas un poisson. C'est quoi? Elle a un long bec. Et c'est un oiseau. C'est sur l'eau? Non, c'est sur l'herbe. Et t'en as déjà vu en vrai ou t'en as vu que dans les livres? J'en ai vu que dans les livres. Tu connais l'histoire des cigognes qui apportent les bébés? Ouais. Elle ramasse des bébés par terre. Et comment? Ramasse des bébés par terre? Ouais. Et après elle les amène à qui alors? À les autres cigognes. Elle amène des bébés aux cigognes? bah C'est une cigogne qui amène des bébés aux cigognes. Comme ça c'est pratique, c'est le mouvement perpétuel. Moi, je dis que les bébés ils sont fabriqués et après les cigognes ils les apportent. Voilà. Comment ils sont fabriqués? Bah, ils sont fabriqués, c'est tout. Tu mettrais quoi dans la potion à fabriquer les bébés? Bah, on met du blé, on met du biberon et on met une graine. Ensuite, il toque à la porte des cigognes et ensuite, il a décidé d'avoir une maison. Il est arrivé comme ça dans la maison, hop. Il a toqué à la porte et il n'avait pas du tout de cheveux. Alors, d'où est-ce que tu penses que tu viens toi? D'un ventre. D'un ventre? C'est vrai, le ventre de qui? De ma maman. Le ventre de ta maman? Et comment tu es née alors? Comment t'as fait maman? Avec une graine. Ah oui, et elle vient d'où la graine? De papa. C'est bien ça, du coup t'es comme une petite plante. Oui, finalement t'es une rose. Comment ta maman a expliqué que tu allais avoir un petit frère ou une petite sœur? C'est papa qui m'a expliqué. Il m'a dit seulement que j'allais avoir un petit frère, c'est tout. Il t'a dit qu'il allait tomber du ciel. Non, que maman elle était à l'hôpital pour qu'il naisse. Ah, maman était partie à l'hôpital. Ah, il est arrivé à l'hôpital alors. Oui, et après il m'a dit. Maman elle était attrapée par une ventouse. C'est quoi cette histoire de ventouse? Non, attends, en fait, comme t'étais le premier, bah t'es obligé d'être attrapé par une ventouse. D'accord. Elle est née avec une ventouse. Ah ouais. Et c'est vrai, Et puis sa maman lui parle assez facilement de tout ça. Donc, vous voyez, le coup de la ventouse, elle est au courant. Ce que je constate quand même, c'est que on dit de plus en plus la vérité aux enfants sur leur naissance. On prend des métaphores comme la petite graine, qui se rapproche bien plus de la réalité que le mythe des cigognes, ou que les choux et la fleur. On leur raconte que c'est des petites graines et en fait, c'est une métaphore du spermatozoïde. Je sais pas comment toi, on t'a dit que t'étais né. Moi, on m'a dit que c'était une cigogne qui m'avait déposé. T'en penses quoi? Non. Parce que les cigognes, elles ramènent pas de bébé. Ah bon, elle ramène pas de bébé? Non, c'est dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux? Ah ouais? Pourquoi on m'a dit ça alors? Je sais pas. Tu connais l'histoire des cigognes? Oui, qui ramène les bébés, oui. Qu'en fait, c'est une cigogne qui prend un baluchon et il y a un bébé à l'intérieur. En tout cas, si c'est un pigeon voyageur qui prend un bébé dans un baluchon, on est sûr qu'il s'écrase le bébé. Tu connaissais cette histoire ou pas? Je sais juste que les bébés, ils étaient dans un baluchon. Pourquoi tu penses qu'on raconte cette histoire? Je sais pas.
Si il y a quelques années, on t'avait dit ouais, bah en fait, tous les enfants, c'est les cigognes qui les ont apportés. Tu te serais dit que c'était pas possible ou tu te serais dit bon. Bah, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que ça s'est inspiré de quelque chose de vrai ou est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui a inventé ça? Que s'inspirer. Inspiré, ouais. Alors ça pourrait être inspiré de quoi selon toi? Bah alors, quelqu'un qui demande à une cigogne qu'elle amène ses affaires du pique-nique là-bas, quelque part. Ouais, c'est vrai, hein, j'avais jamais pensé à ça. Pourquoi pas? Et en fait, elle s'est trompée, elle a mis un bébé dedans. Hop. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ou alors t'as bien mangé le pique-nique et après, boum, t'as un enfant. Oui, ou alors oui. Si quand t'étais en CP, on t'avait raconté l'histoire, tu te serais dit que cette histoire, elle était vraie ou tu te serais dit, bah, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cigognes en France. Donc comment elles peuvent amener les bébés? C'est vrai tu penses qu'on en verrait plus si c'était vrai. Bah ouais, hein, au moins. Parce que si on n'a pas beaucoup en France, c'est quand même bizarre que... Alors que dans les pays où il y a beaucoup de cigognes, on peut un peu plus y croire, quoi. Toi, tu pensais que t'étais né comment? Que la poche était déchirée? Alors, dis-moi en plus. Bah la poche de maman, elle était déchirée. Là où il y a le bébé, normalement, c'est déchiré. Ça, faudrait demander à maman parce que c'est elle qui connaît. Ah bah peut-être que maman peut nous dire alors. Maman Virginie. Non, bah, oui, bah, donc il était dans mon ventre, hein, évidemment. Et effectivement, le jour de la naissance, ça a été un peu compliqué. L'utérus s'était déchiré, il est né par une césarienne d'urgence. Voilà. Donc c'était un petit miraculé. Je suis une miraculée aussi, parce qu'on a failli y passer tous les deux. Wow. Voilà. C'était l'histoire de sa naissance et qu'il fallait en parler, quoi. C'était pas tabou, quoi. Donc il sait depuis très longtemps que le bébé est dans un utérus, que voilà, et que des fois ça se passe d'où les hôpitaux, voilà, oui, c'est mieux d'aller à l'hôpital. Donc on n'a pas raconté d'histoire de cigogne ou quoi. Du coup, bah, j'aurais aimé avoir ton avis aussi, vu que j'ai posé des questions donc à ton frère Arthur. Tu demandais souvent ou pas comment on fait les bébés? Bah, je sais juste que, enfin, dans mes souvenirs, on m'avait dit que c'était une graine dans un chou-fleur. Non. Bah, ça... Non, mais peut-être c'est pas vous, mais je sais que moi, j'ai souvenir. Un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Je sais pas après ce que vous m'avez raconté. Non, non, nous plus petits, on a dit qu'il fallait déjà beaucoup d'amour. C'est vrai que autant le Père Noël et la petite souris, on a raconté et avec le recul, je sais pas si je l'aurais refait, mais bon, bref. Autant sur les bébés, les roses, les choux, les machins, on n'a jamais raconté. On a dit qu'il fallait beaucoup, beaucoup d'amour, que c'était voilà, deux personnes qui s'aimaient très fort et que quand il y avait beaucoup d'amour, un bébé arrivait. Ça, c'est la première version soft quand les enfants sont petits. Et après, on raconte, voilà, il faut une graine dans le ventre de la maman. Le papa, il met une graine dans le ventre de la maman. Oui, mais dans le ventre de la maman, pas dans le chou-fleur. Ouais, jamais si on a parlé de chou-fleur. Peut-être qu'on leur raconte que le début de la vérité au final. Je sais pas. En tout cas, Arthur savait que la poche était déchirée. Et ça, c'est quand même un élément qui est pas vraiment poétique. Je serais quand même curieuse de savoir pourquoi cet animal, quoi. Pourquoi cet animal, déjà, il produit cet effet-là sur les gens. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce mythe que cet animal produit cet effet sur les gens? Ou est-ce que cet animal est vraiment particulier et c'est pour ça qu'il y a un mythe sur lui? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que quand on voit une cigogne, ça reste dans un coin de la tête, quoi. Eh ben, je m'appelle Dominique Klein, je suis chasseur de cigognes, mais un chasseur sans fusil. Je suis un passionné de faune et de flore, mais ça a toujours été la cigogne. C'est un oiseau qui porte bonheur, c'est un oiseau qui représente la fidélité, la fécondité. Je dirais les cigognes m'ont appelé, mais j'ai rien entendu. La cigogne, c'est un oiseau qui est muet. Elle craquette ou elle claquette. Et c'est le seul moyen de communication entre les cigognes. Elle tape les deux mandibules l'une contre l'autre. Et comme la base du cou, il y a un pli de peau, donc ça résonne. Voilà. Bon, c'est beaucoup plus rapide que ça, hein. La cigogne, c'est aussi un des oiseaux les plus grands qu'on puisse trouver dans la région, non? Bah, en France, c'est un des plus grands. Oui, effectivement, elle fait pratiquement 2 mètres d'envergure, entre 3,5 kg et 4 kg. 1,10 m, 1,15 m en hauteur, la taille, hein, quand elle est debout au sol. Bon, c'est déjà impressionnant par rapport à un petit passereau, par exemple. Pourquoi, toi, la cigogne, ça te plaît autant, ton point de vue par rapport à la cigogne La cigogne, c'est vraiment un oiseau fédérateur. Tous les gens qu'on rencontre,
tout le monde est content de parler de cigognes, a toujours une anecdote sur les cigognes. C'est vraiment un oiseau fabuleux, extraordinaire. Je crois sur toute la Terre, les gens connaissent la cigogne. Elles sont toutes égales, les mâles, les femelles, il n'y a pas de différence. Chez eux, déjà, le rapport entre mâle et femelle, ça fait longtemps que c'est fait. La femelle pond, le mâle et la femelle élèvent les petits, ce qui n'est pas le cas chez tous les oiseaux. Donc, ils ont déjà partagé les tâches ménagères, si je puis dire. Et ce qui est formidable, c'est qu'elles sont protégées dans la religion musulmane et elles sont aussi pas protégée chez les catholiques, mais il y a plein d'histoires aussi dans la religion catholique. Elle a toujours la même identité, elle n'appartient à personne. Tout le monde a une petite histoire, une anecdote sur elle. Pour vous, c'est quoi le mythe de la cigogne? C'était une déesse, la déesse Holda, à l'époque, il y a très très longtemps. C'était la déesse de l'amour, de la fécondité, et c'était elle qui apportait les bébés dans les familles. Donc, il y a une légende qui dit toujours que quand une personne meurt, l'âme de la personne monte au ciel et elle redescend sur terre par les eaux, par l'eau de pluie. Donc elle redescend sur terre, et donc sous terre, c'est pour ça qu'il y a énormément de puits, de fontaines, qui s'appellent la fontaine des cigognes, le puits des cigognes, justement en relation avec cette histoire d'âme et de retour de l'âme sur terre. Donc l'âme sur terre, ensuite sous terre, et encore une autre légende qui racontait que sous terre, il y a des gnomes qui récupèrent les âmes, qui les transforment en bébés, et elles remontent à la surface par la source. Et c'est la cigogne, uniquement la cigogne, c'est le seul oiseau qui a le droit de venir récupérer le bébé, suivant la commande, parce qu'il faut une commande, soit un petit garçon, soit une petite fille. C'est la seule qui a le droit de venir récupérer donc le bébé, et elle l'apporte ensuite devant les foyers. Waouh! Quelle histoire! Il faut dire que tout ce qui est sexualité, ça a toujours été énormément tabou. On ne pouvait pas en parler. Maintenant, on en parle sans doute beaucoup trop. Avant, on n'en parlait pas du tout. Alors, c'était facile, par exemple pour l'Église, de dire que c'était la cigogne qui apportait les bébés. Et ça a bien arrangé tout le monde de parler de dire que c'est la cigogne, ou en Alsace, dans les choux, ou les petits garçons dans les choux, ou alors les petites filles dans les roses. C'est sûr que c'était beaucoup plus facile. Et puis, comme ça, on donne une solution toute faite et on n'a pas de questions embarrassantes. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu pour la cigogne? Parce qu'on sait que la cigogne, ça a été un animal qui a été un petit peu en danger, qui a été protégé. C'est quoi la situation actuelle pour les cigognes? C'est quoi l'enjeu? On sent un changement de comportement. C'est-à-dire, avant, elles partaient en migration. On a toujours eu l'habitude de dire que les cigognes partaient en migration en Afrique, soit au Maghreb, soit en zone subsaharienne, donc un peu plus bas sur le Sénégal. Mais c'est de moins en moins vrai. Parce que, étant partisan du moindre effort, pourquoi faire 4000 km quand les hivers sont de plus en plus courts? La cigogne s'en va en hiver, c'est pas parce qu'il fait froid, c'est parce qu'elle n'a pas à manger. Mais comme les hivers sont de plus en plus courts, elle arrive toujours à se débrouiller, elle est capable de jeûner pendant 15 jours, et il y a quand même pas mal de centres d'enfouissement dans la région à ciel ouvert. Elle a compris dans un centre d'enfouissement, elle arrive à trouver de la nourriture. Alors elle passe l'hiver dans la région, là, chez nous, en Lorraine, on a 300 cigognes sédentaires. La cigogne, comment, quand et pourquoi elle voyage? Est-ce que c'est régulier? Est-ce qu'elle revient toujours au même endroit? Est-ce qu'elle a toujours le même concubin? Oui, là, c'est un peu plus compliqué. Ça, moi je suis bagueur, donc je bague les oiseaux déjà depuis quelques années. Donc c'est grâce au bagage qu'on arrive à avoir une solution. Avant, on disait toujours, de toute façon, elles sont fidèles en couple, parce que chaque année, ce sont les mêmes cigognes qui viennent. Mais une cigogne, ça ressemble à une cigogne. C'est impossible à différencier. C'est vraiment très rare. Il faut vraiment qu'elle ait une petite plume blanche dans le noir ou noir dans le blanc. Voilà, c'est très, très, très rare. Et depuis qu'on bague, maintenant ça fait quand même une quarantaine d'années qu'on bague, on se rend compte qu'elles ne sont pas aussi fidèles que ça et que leur légende de fidélité dans le couple, ça dure quand même que 4-5 ans en général. Mais il faut mesurer les 4-5 ans, parce que comme il y a quand même beaucoup de cigognes qui sont encore migratrices, donc quand elles partent, les jeunes partent mi-juillet, les adultes partent mi ou fin septembre. Donc quand elles partent en migration, elles ont 2000 ou 3000 km à faire, qu'elles aillent. Il y a beaucoup de cigognes qui passent l'hiver autour de Madrid ou de Barcelone, de moins en moins en Afrique. Alors donc il y a énormément de dangers. Donc il y a 2000 km pour y aller, donc fin août, 2000 km pour revenir. Ça fait 4000 km d'embûches. Alors souvent, on se dit le couple n'est plus fidèle parce qu'elle a changé, mais en vérité, un des deux est mort. Alors
Si on retrouve le cadavre avec la bague, on peut le prouver, mais autrement non. Mais bon, elles sont quand même en général assez fidèles. Les cigognes pondent de plus en plus tôt. Cette année, les premières pontes ont eu lieu le 10-15 mars. Elles ont pratiquement plus d'un mois d'avance par rapport à il y a 15-20 ans. Ça, c'est encore une conséquence du réchauffement climatique. Donc, elles commencent à pondre, on va dire le 10 mars. Elles pondent un œuf tous les 2 jours et elles commencent à couver à partir du deuxième ou du troisième œuf. Chez la cigogne, c'est la reproduction asynchrone, c'est-à-dire elle pond un œuf tous les 2 jours, mais elle commence à pondre seulement à partir du deuxième ou troisième jour et elle continue à pondre pendant la couvaison. Et ensuite, il y aura une sélection qui va se faire automatiquement. Un cigogneau qui a 5 jours, un qui a 7 jours et un qui a 9 jours, il y aura une différence de taille. Et s'il y a un problème de nourriture, le plus petit sera sacrifié. S'il n'y a pas de problème de nourriture, comme l'an dernier, il y a eu énormément de cigogneaux. L'année dernière, j'ai eu deux nids avec 6 cigogneaux, c'est exceptionnel, c'est jamais arrivé. Et là, en ce moment, on a des gros problèmes de nourriture. Et on a déjà eu un gros problème avec le lundi 11 mai, il a plu énormément. La nuit, il a gelé, c'était le fameux lundi des saintes glaces. Et donc, il y a beaucoup de cigogneaux qui sont morts. Et là, il continue encore à mourir maintenant parce qu'il ne pleut pas. Et la nourriture de base des cigognes, c'est quand même le ver de terre. Et les vers de terre, quand il pleut, ils sont en surface. Et quand il pleut pas, ils plongent. Et elle a beau avoir un bec entre 15 et 19 cm, elle est incapable de creuser. Par exemple, comme un autre oiseau qui va creuser des trous dans la terre, ou le merle qui arrive à attraper un ver de terre, il gratte avec ses pattes. La cigogne ne sait pas faire ça, elle ne sait pas gratter. Pourtant, elle a les outils, mais c'est pas fait pour. Et est-ce que vous pensez que toutes ces anecdotes, tous ces mythes, toutes ces légendes qui tournent autour des cigognes, vous pensez qu'elles servent à quoi, toutes ces histoires qu'on se raconte, qu'on se transmet pourquoi on fait ça? Les gens aiment bien raconter des bonnes histoires. Une histoire porte-bonheur, c'est formidable. On raconte rarement. Maintenant, on commence à raconter des histoires où on fait peur aux gens. Mais quand on dit qu'un oiseau se met sur la maison, ça va nous porter bonheur. Quand on voit un oiseau au printemps, cette dame va être enceinte, la naissance d'un enfant, c'est formidable. Toutes ces petites choses-là, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est un des seuls oiseaux, avec le coucou, quand on entend un coucou au printemps, s'il chante, on aura de l'argent dans la poche. On aura de l'argent toute l'année. Il y a une légende qui dit que les cigognes, au départ, étaient toutes blanches. Au départ, c'est encore une légende, donc il faut replacer ça dans la légende. Hein. Et quand elles partent en migration chaque année, et quand elles étaient toutes blanches. Et quand elles sont revenues au printemps, elles sont passées par au-dessus d'un champ de bataille. Je ne sais pas si tu la connais, cette légende-là, non? Elles sont passées au-dessus d'un champ de bataille et elles ont vu la bêtise humaine. Comment peut-on aller se foutre sur la gueule, se tuer pour pour ça? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, quelle que soit la raison. Hein. Elles font fort de rentrer. Elles se tapent dessus pour des âneries, elles se sont tapées dessus. Ah, donc elles sont allées voir Dieu et ont demandé à Dieu de pouvoir porter le deuil. Alors Dieu lui dit, non, attends, vous êtes toutes blanches, vous avez la chance d'être des grands oiseaux tout blancs. Non, c'est pas possible. Il dit, si, on voudrait porter le deuil, montrer à l'humanité que ce qu'ils font là, c'est quand même ridicule. Alors Dieu a dit, bon, d'accord, à une condition, vous allez sur le champ de bataille, il y a des tas de cendres partout, vous allez vous traîner le bout des ailes dans les cendres, et vous aurez juste le bout des ailes noires. Et c'est pour ça que la cigogne, maintenant, elle est toute blanche, avec uniquement le bout des ailes noires, pour porter le deuil de la bêtise humaine. C'est formidable. Bonjour Michel, fallait que je vienne te voir parce que je me suis dit que tu aurais sûrement des choses à nous raconter par rapport à comment ça se passait quand toi t'étais enfant. Est-ce qu'on demandait comment on fait les bébés comme aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qu'on répondait parce que de plus en plus les parents essayent de dire la vérité aux enfants. Est-ce que toi, à ton époque, on te disait la vérité ou est-ce que c'était trop tabou pour en parler? Je te demande ça à toi parce que t'es maman et grand-mère. Donc, t'as dû vivre ça à plein d'échelles différentes. Est-ce que les parents peuvent dire, tu sais, on se met au lit, etc., etc. C'est choquant, c'est difficile. Comment présenter que les parents peuvent présenter aux enfants? Bon, l'histoire
de parler des roses, des choux, des petites graines, etc., des cigognes. Oui, enfin, bon, c'était un petit peu dépassé tout ça. C'est pas dire que moi, aujourd'hui, on n'en a pas parlé vraiment. Déjà, c'était un sujet un petit peu tabou. Je le dis carrément, j'aurais pas posé une question comme ça. Mais dans une conversation, et si d'adultes ou des conversations, ça pouvait s'inscrire. Mais à 5 ans, on se rend pas compte que la réalité, elle est comme ça, donc on demande quand même. Moi, à mon âge, à 5 ans, on n'avait pas la télévision. Donc, pas de vue qui pouvait amener des questions. La télévision a fait beaucoup de choses là-dessus. Parce que comme les enfants voient la même chose que les parents, ils posent des questions. Tandis que nous, de notre temps, comme on n'avait pas de télévision, etc., les enfants avaient leur lecture, les parents leur lecture, et c'était moins l'occasion de questions, de contact avec les parents. Il faut penser à ça aussi. Il faut bien savoir qu'on ne parlait pas trop avec les enfants de tout ça. Ils ont fait leur éducation un peu à l'extérieur, c'est vrai. Alors moi, je parle de mes enfants, mais aussi de mes petits-enfants que je vois maintenant, qui, eux, pourront demander et demanderont, ça sera normal qu'ils demandent ça à leurs parents. Que la génération, même de mes enfants, bon, on laissait ça, ils savaient, mais on laissait ça en suspens. Mais nous, alors c'était vraiment laissé en suspens, vraiment. C'est-à-dire, j'aurais pas osé dire à mon père, dis donc comment on fait les enfants. Bon, ça, il m'aurait dit, bah, ça ne te regarde pas, vieillis un peu, ou un truc comme ça. Mais les enfants, c'était des enfants, et les parents, c'était des parents. Est-ce que tu penses que les histoires qu'on raconte autour de la naissance, parce qu'il y a quand même des enfants qui demandent malgré tout, est-ce que tu penses que toi, si ils t'avaient demandé, tu penses que c'est mieux d'essayer de leur raconter la vérité, mais un peu en simplifiant, ou c'est mieux de raconter des histoires? Non, alors moi, ça dépend de l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant de 3 ans, 4 ans, ouais, tu peux leur raconter une histoire comme ça. Mais moi, je trouve que la nature, elle fait bien les choses. C'est plutôt les images qui frappent. On voit des photos avec les animaux, les chevaux entre eux, etc. Bah, il faut que dire, bah oui, voilà, ils sont en train de faire des petits et tout. Bon, et malgré que je sois une vraie Parisienne et que je connaissais pas beaucoup la nature, j'aurais pas aimé qu'on me raconte des histoires, la petite cigogne qui t'amène, etc. J'étais pas comme ça. Parce que les enfants, en vrai, bon, qu'importe l'époque, ils demandent toujours des histoires. On raconte. La belle histoire, c'est la belle histoire. On est dans le domaine, dans le domaine de songe, rêve, etc. Mais la réalité existe. Et je pense qu'il ne faut pas trop laisser les enfants dans l'irréel. C'est comme l'histoire du Père Noël, ça. C'est exactement rapproché avec le Père Noël. J'ai souvenance d'avoir cru au Père Noël et de brusquement m'être rendu compte que le Père Noël n'existait pas. C'était dur. Mais au final, c'est ça, c'est la différence que tu dis entre la réalité et le conte qu'il faut réussir à adapter. Faut tourner la page, faut avoir l'impression de tourner la page. Et c'est dur. Et c'est justement, vous, ça se rapproche avec l'histoire du Père Noël. Ça se rapproche. Que fait-on avec les enfants pour éviter, bon, on sait bien quand c'est irréel, mais bon, pour essayer de leur apprendre ce que c'est la réalité, quel est le rêve. Le rêve et la réalité. Et c'est dur. Quand on est parent, c'est difficile à adapter. Quand même, je me dis qu'avant, c'était à la dure quand je vois qu'on pouvait pas poser de questions, sinon on t'envoyait bouler. Aujourd'hui, heureusement que c'est plus pareil. Alors, c'est quoi le mieux au final? Est-ce que le mieux, c'est de dire la vérité, mais de l'enrober un peu, ou de raconter des histoires, ou de pas en parler du tout? Bonjour Régine. Bonjour.
Alors, je suis enchantée de vous rencontrer. Je suis venue parce que j'avais des questions par rapport aux histoires autour de la naissance. Alors, comme je vous ai expliqué, moi, je pensais que c'était une cigogne qui m'avait emmenée. J'ai du mal à penser que vos parents vous ont vraiment raconté ça comme une explication. Et ben justement, mes parents, en fait, n'osaient juste pas m'en parler et j'avais vu ça donc sur les faire-part de naissance dans Dumbo et en fait, c'était resté dans ma tête et et avec mes parents, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce genre de conversation du tout. D'être la cigogne, ça a été votre vérité officielle. Parce que vous avez choisi cette histoire. Elle vous a plu. Mais vous avez choisi une belle histoire. Vous avez préféré cette image-là. Le malaise de vos parents, vous le connaissiez. Vous le connaissiez, vous saviez que c'était une zone où il ne fallait pas poser de questions. Donc vous n'y croyiez pas à l'histoire de la cigogne. Vous l'avez gardée comme ça a été votre vérité officielle. Vous aviez quel âge? Mais je me suis mis à vraiment admettre Ouais. la réalité, la reconnaître, j'étais déjà en sixième. Et avant, je m'efforçais de penser, bah non, si c'est pas les cigognes, c'est que ça passe par la bouche. C'est quand on s'embrasse, c'est un truc de grand. C'est ça. C'est ça, mais vous voyez, l'idée de on s'embrasse, c'est un truc de grand, c'est une expérience que vous aviez petite, qu'on met quelque chose dans la bouche et ça va faire un bébé. Donc c'est vraiment utiliser l'expérience disponible, mais l'expérience, elle est jamais... quand je parle d'expérience, c'est pas juste ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, ce qui vous arrive, et ce que vous en pensez. Et ça, c'est ce qui se passe tout le temps, quel que soit votre âge. Tout petit, on fabrique des pensées pour lier, pour s'approprier cette expérience, pour que quelque chose qui arrive devienne vraiment votre expérience à vous. Donc vous vous racontez des histoires, vous vous racontez des versions. Et c'est celles-là qui sont utilisables pour la pensée, vous allez en changer après. C'est vrai que quand j'ai appris la réalité, j'ai été choquée. Choqué, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'être choqué par la réalité anatomique. Obligatoire parce qu'elle n'est pas compréhensible, appréhensible. Mais ce que je me demandais, c'est, à travers toutes les rencontres que j'ai faites, les enfants qui se posent cette question, pourquoi ils se la posent? Cette question de comment on fait les bébés? Pourquoi posent-ils la question? Mais c'est évidemment une question importante, mais vous savez, c'est pas la première question que les enfants se posent. Il faut déjà qu'ils soient assez grands pour se poser cette question-là. Il faut déjà qu'ils aient un langage bien élaboré. Et avant ça, depuis le début, je crois depuis le début de la vie, les enfants, les humains se demandent qu'est-ce qui se passe autour d'eux, qu'est-ce que c'est le monde. Et la question du pourquoi des interdits, elle est une question énorme qu'on va interroger et secouer quand on est enfant, quand on est adolescent, et puis tout au long de sa vie. Alors ça s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus général, vous voyez, qui est essayer de comprendre le monde, comprendre comment ça marche. Pourquoi on fait les bébés et comment on fait les bébés, c'est une question qui vient assez logiquement. C'est une question majeure qui reprend certainement beaucoup d'inquiétudes sur la solidité des liens. Est-ce qu'on est sûr qu'on va jamais être abandonné? Est-ce qu'on peut vraiment compter dessus? Mais comme toutes ces questions dont les réponses sont largement incompréhensibles, c'est des réponses qui échappent au monde que l'enfant peut attraper, peut connaître, contacter. Quel impact ça a, le fait que justement on puisse pas leur dire scientifiquement comment on fait les bébés, qu'on leur raconte des histoires? Le moment où ils vont découvrir la réalité, comment se fait la transition J'aurais un peu tendance à penser, moi, qu'à notre époque, plus aucun parent ne raconte des histoires de cigognes, de bébés achetés au magasin, ou toutes les illustrations que vous avez, où c'est dans le jardin que naissent les bébés, les filles dans les roses et les garçons dans les choux. Je crois que plus personne ne raconte ça maintenant. On sait qu'il faut dire la vérité aux enfants. C'est là que ça se complique pour les parents, parce que quelle vérité va être racontée aux enfants? La première qui est racontée, qui est la plus simple, c'est le bébé est dans le ventre de maman. C'est un petit en thérapie qui était un petit très très agité. Donc bref, je vous fais l'histoire courte. À un moment dans les jeux qu'il faisait, le papa, la maman, le bébé dans la maison, je dis, ce qui est une interprétation pour un psychanalyste, qu'il se demande qu'est-ce qu'ils font, le papa et la maman, la nuit, et est-ce que c'est comme ça qu'ils ont fait le bébé, le petit frère? Pas du tout, je sais très bien, je sais tout sur les bébés, je sais très bien comment on fait les bébés.
c'est dans le ventre de la maman, le papa, il met la petite graine. L'histoire de la petite graine, tout le monde la raconte. Et là, il s'arrête et il dit, mais je ne sais pas comment il la met, la petite graine. C'est évidemment ça la question. Alors après vient sa réponse à lui, ce qu'il a imaginé. Et sa réponse à lui était assez drôle, c'était, c'est le soir quand il regarde la télévision. Et quand il regarde la télévision, lui, il n'avait pas le droit d'être là quand il regardait la télévision. Alors le papa, il prend la graine et paf, il la donne à la maman. J'ai dit paf, comme une baffe. Donc ce qu'il avait comme imagination, comme scénario fantasmatique, c'était que c'était le soir. Il avait bien l'idée que c'était le soir, quand les enfants étaient couchés. Que c'était pas une histoire qui concernait les enfants, que c'était une histoire violente. Et paf, c'était comme une baffe. Et vraisemblablement, ça recoupait des choses qu'il avait entendues, des bruits dans la chambre des parents. Les psychanalystes sont toujours très attentifs à ça. On dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on entend des choses ? On imagine ce qui se passe. Si on entend des bruits, on imagine quoi ? Que c'est violent, qu'ils se battent. Et après, que va imaginer l'enfant ? Des choses qui sont uniquement à portée de sa compréhension concrète, physique et sensible du monde. On ne peut pas imaginer un truc qui n'a aucune clé pour ça. Les enfants, pour pouvoir comprendre ça, comment est le bébé dans le ventre et comment il va en sortir ? Comment il va en sortir ? L'expérience qu'ils ont de ça, comment on fait sortir quelque chose de son ventre, ils l'ont. C'est l'expérience de la défécation, d'où la théorie des psychanalystes du bébé caca. Mais c'est pas une théorie très ahurissante, elle est juste logique en fonction de ce qu'a l'enfant comme expérience. Donc l'expérience qu'il a, c'est qu'on mange, on boit, on fait rentrer des choses, et il y a d'autres choses qui ressortent. Tiens, est-ce que ça ferait comme ça les bébés ? Et je crois qu'il y a une certaine, que même les enfants qui ont des explications très anatomiques, ils vont préférer la version qu'ils vont se raconter. Vous voyez ? D'une certaine façon, l'histoire que se raconte l'enfant, qui n'est pas l'histoire que on lui raconte, celle que lui se raconte, c'est une histoire qui est une histoire à portée de ce qu'il comprend du monde et qui est une histoire de sa créativité. Je pense qu'elles sont très importantes. Je trouve que c'est bien qu'un enfant raconte des histoires de graines et de pommiers ou aille chercher des bébés dans les choux quand on vient de lui démontrer que non, c'est pas comme ça que ça marche. Il peut dire, ouais, eh ben moi je préfère ma version. C'est vrai qu'on a rencontré une enfant qui savait et qui a préféré nous raconter sa version qu'elle avait en fait. Peut-être que si j'ai cru aussi longtemps au mythe de la cigogne, c'est que j'ai voulu y croire dans un sens, mais à l'inverse de justement de ces enfants qui sont écrasés par trop de réalité, comme vous dites, ce serait quoi l'impact sur les enfants qui seraient peut-être trop bloqués dans l'imaginaire ? Est-ce que c'est possible d'être bloqué dans l'imaginaire ? Je ne sais pas si ma question est claire. Vous vous demandez si c'est toxique d'imaginer une version qui devient sa propre version, mais qui est une version fausse. Et donc vous vous demandez si c'est grave, si de la conviction d'une version fausse, on peut passer à un délire. Un délire, c'est une conviction d'une histoire fausse. Vous voyez, ça vous conduit en psychiatrie. Non, moi je crois pas. Je crois que... Par exemple, il y a beaucoup de choses qui inquiètent aussi les parents. Un enfant qui parle tout seul, qui s'invente un copain imaginaire. C'est pas... En soi, c'est pas du tout ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est de ne pas pouvoir en sortir. Est-ce que, justement, quand on est parent, est-ce qu'on n'a pas peur que son enfant n'arrive pas à atteindre le degré de compréhension requis ou qu'il soit pas prêt à recevoir la réalité ? Mais les parcours, ils sont de toutes les façons toujours uniques. Et puis, on ne peut pas considérer qu'il y a une vérité qu'on peut donner. Il y a la vérité que l'autre peut absorber. Vous n'allez pas donner les mêmes explications à un petit de 2 ans et demi dont la maman est enceinte et à un enfant de 12 ans. Si d'un côté on dit « je vais t'expliquer comment ça marche », de l'autre on te dit « surtout, maintenant, on n'en parle plus. Et ne me pose pas de questions. » Voyez ? Évidemment, chaque question à laquelle on répond est une clé pour ouvrir une porte sur d'autres questions. Mais c'est important de laisser ce temps, justement, de maturation. Je crois que grâce à Régine, j'ai pu comprendre beaucoup de choses sur les histoires que je me racontais quand j'étais petite. Ces histoires, en fait, je les avais choisies, elles me plaisaient.
J'y ai pas cru comme si on m'imposait une vérité. C'était ma vérité à moi. Et voilà. Je pense que Régine m'a donné pas mal de clés pour comprendre toutes ces questions d'identité qu'on a quand on est enfant, en fait. On cherche à comprendre le monde, mais on peut pas encore tout comprendre. Des fois, grâce aux histoires, on peut s'approcher de la vérité.